Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Et salut à tous les amis, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission estivale de Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne, pour sa petite rubrique Gazette. Déjà, me diriez-vous, eh bien oui, à peine ai-je eu le temps de me remettre du reveal Horus Heresy que Game Workshop nous remet le paquet avec un Summer Reveal réellement massif. Cependant, dans cette émission, on ne va pas parler que de figurines et du coup, cette gazette qui arrive plus tôt que prévu, je vais parler également d'autres choses. On va commencer par les petites actualités du podcast. Déjà, Rural Hammer est en train de devenir une association, comme je vous l'avais annoncé via les réunions Tupperware. Donc c'est en cours de création, tout ça, il y a pas mal de paperasse. Bientôt, je sais pas combien de temps ça va mettre un peu à se déloquer quelque part, parce qu'il y a quelques allers-retours de courrier à faire par rapport à la préfecture, à la banque, etc. Mine de rien, c'est pas une mince affaire. On n'est pas au niveau de galère que représente la création d'une entreprise en France, hein, par exemple. Mais franchement, c'est pas simple non plus. De toute manière, vous connaissez la chanson. Dès lors qu'on touche de près ou de loin à un truc qui flirte d'une part avec l'administration et d'autre part avec l'État français, tout devient nébuleux. Et à ce titre, la numérisation n'a, selon moi, absolument rien arrangé à cette surcouche de complexité qui est la nôtre au quotidien. C'est chiant, ouais, c'est complètement chiant, mais néanmoins, c'est quand même en train d'être fait. Donc stay tuned, l'association est en cours de création et je vous parlerai plus tard de l'inscription. Donc ce sera une inscription annuelle. Je vous dirai en temps voulu combien ça coûte, à quoi ça vous donne droit, etc. J'en profite pour embrayer sur les réunions Tupperwarp. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie à l'émission du même titre, mais en gros, il s'agit d'organisation d'événements. Et donc, à ce titre, le planning a commencé avec une première réunion Tupperwarp qui aura lieu le 6 septembre et qui sera donc un tournoi à 1000 points à 12 joueurs. J'attends de voir pour fixer l'effectif final. Ça pourra peut-être être un peu plus. Donc comme je vous l'ai dit dans l'émission dédiée, ça se passera dans un bistrot, dans un lieu sympa, il y aura toute la bouffe sur place, on va bien se marrer. Donc les inscriptions sont déjà ouvertes, vous pouvez vous inscrire via le Discord. Là encore, j'ai fait ce qu'il fallait sur T3. Donc je suis inscrit en tant qu'association et blablabla sur T3. J'ai pris l'abonnement premium pour que vous puissiez vous préinscrire en ligne et payer en ligne, ce qui simplifie beaucoup la trésorerie. Mais ce n'est pas encore acté. Le truc prend littéralement des plombes à être validé par l'équipe de T3. Je m'y suis pourtant pris bien à l'avance, mais rien n'y fait. Donc là aussi, vous en saurez plus dès que ce sera fini tout ça. Là, je pense qu'en fait, pour ce premier événement réunion Tupperwarp, à mon avis, il y a des chances que l'assaut ne soit toujours pas créé et que les choses soient encore un peu bancales. Ça devrait, à mon avis, se décanter à la rentrée, tout ça. Donc, pas de stress pour autant, vous vous inscrivez où vous voulez, sur Discord ou en MP. Si ça vous dit un petit tournoi naturellement avec des listes restrictives, donc ce sont les mêmes restrictions qu'on avait mis en place au Rural Hammerfest, venez me voir, venez vous inscrire et on va bien s'amuser. Passons maintenant sur une petite rubrique événements, et donc on va parler des événements passés et à venir également. On a eu il n'y a pas longtemps la World Model Expo à Versailles. Alors ça, c'est la grande messe en fait du concours de peinture sur figurines. C'est un concours, à vrai dire, tellement prestigieux que en son sein, le Wargame est souvent relégué un peu au statut de parent pauvre, parce que devant le Wargame, il y a l'historique. Là, on parle vraiment de gars qui font de la peinture à l'huile sur des modèles historiques qu'ils ont sculptés eux-mêmes et tout. On est dans une catégorie
catégorie complètement prestigieuse, à vrai dire, qui est un art à part entière. Cependant, eh bien, le Wargame avait son mot à dire, et donc on avait un concours de figurines qui ressemble pas mal à du Golden Demon, avec des displays, et naturellement, en fait, toutes les stars de la peinture mondiale ont fait le déplacement. Cependant, moi, j'ai pas pu y aller à cet événement, j'ai eu un imprévu, j'ai pas pu y aller, du coup, j'étais un peu dégoûté, et après, sur place, mes potes qui étaient là-bas, ils m'ont tous envoyé les mêmes remarques et à vrai dire, la plupart d'entre eux étaient furieux. Ils étaient furieux de voir un événement dont l'organisation n'était définitivement pas à la hauteur. Ça me fait mal de le dire, mais c'est une réalité, hein, honnêtement. Il y a eu un certain shitstorm sur les réseaux sociaux, mais à vrai dire, ce shitstorm, on le comprend parce que là, on parle véritablement de gens qui ont parfois traversé le globe et qui se sont retrouvés à faire des files d'attente tout le week-end. C'était un peu file d'attente simulator ce week-end-là à Versailles. Quoi que vous fassiez, où que vous alliez, il allait falloir attendre et parfois attendre jusqu'à 3 heures. Attendre 3 heures pour faire un tour des tables de figurines dans une petite pièce. Là, honnêtement, moi, si j'avais été sur place, j'aurais renoncé dès le début. Je suis dans l'incapacité physique totale de faire des files d'attente, c'est juste pas possible. Voilà, quand j'avais 7 ans au parc Astérix, c'était la même. Je me mettais à hurler. Non, il est hors de question que je fasse ça. Et à vrai dire, en fait, il y a pas mal de gens qui ont jeté l'éponge, hein. Et tout semble avoir posé problème lors de ce week-end à Versailles. En vérité, il n'y avait pas grand-chose qui allait, hein. Quel que soit le lieu, on faisait face en fait à des carences d'organisation, mais à vrai dire pas légères. Des trucs vraiment très lourds à porter et très lourds de conséquences pour l'accueil du public. Le lieu des exposants, donc qui se passait dans une espèce de palais des congrès là, il n'y avait pas assez de place. Il n'y avait pas assez de place, donc les exposants étaient un peu les uns sur les autres. Il y avait très peu de lieux de passage pour le public, donc le truc ressemblait à un embouteillage géant. Tandis que du côté de l'expo figurine, eh bien là, idem, les pièces étaient petites. Une autre pièce a été le gymnase de Versailles carrément, où il faisait une température de 40 degrés. Enfin, il y a des trucs qui allaient pas. Il y a des trucs qui allaient pas du tout, quoi. Et les mecs, il y avait aucune structure d'accueil pour que ce soit la boisson, la nourriture et tout. Donc, il n'y avait pas de lieu véritablement dédié à l'accueil du public, ce qui fait que les gens qui en fait souvent viennent en bande, hein, à ce genre d'événement, ils se sont retrouvés obligés de chercher des restos environnants dans un quartier très touristique. Donc vous connaissez les restos dans les quartiers à touristes, c'est tout simplement des attrape-couillons. Vous allez payer 26 € un steak tartare qui a été acheté chez Métro il y a un mois et qui n'est plus très frais. Quoique Versailles, voilà, ça se défend quand même pas mal. Versailles, il y a quand même de nombreuses tables qualitatives, mais bon, encore faut-il les connaître. Donc bref, moi j'ai vécu ça un peu par le témoignage de mes potes qui étaient sur place, et en fait, très vite, je me suis limite satisfait de ne pas avoir pu venir, parce que là, clairement, de ce qu'on me décrivait, c'est absolument tout ce qui peut potentiellement me faire fuir, hein. Déjà, les phénomènes de masse, globalement, j'ai du mal, mais en plus, quand ça rime avec une attente interminable, des lieux en fait qui seront pas du tout adaptés à l'accueil d'une grosse foule, hein, que ce soit via la température, via le peu de place dédiée à la circulation, tout ça, ça n'allait pas du tout. Et après, rétrospectivement, en fait, en regardant les réactions sur les réseaux de tout ça, en fait, j'ai été un peu dégoûté parce que globalement, chez les gens qui sont allés là-bas, leur expérience s'est résumée pas mal à aller chercher un petit pins ou une petite statuette. À vrai dire, j'ai vu très peu d'autres choses partagées à propos de ce week-end. J'ai vu très peu, en fait, d'exposants étant mis en lumière par les visiteurs. Finalement, j'ai eu la sensation d'avoir vécu très peu d'échanges sur ces réseaux. Voilà, tout le monde a publié sa petite photo d'un pins, d'une médaille ou de je sais pas quoi. Et à vrai dire, pas grand-chose d'autre. Quelque part, est-ce que ce truc-là, est-ce que ce week-end, ça a pas été un peu de la méta-peinture? C'est-à-dire le côté exposition, partage et tout, mais relégué un peu à un usage presque compétitif, très individualiste.
voilà, moi j'aurais voulu avoir beaucoup plus d'interviews, par exemple, des gens qui étaient présents sur place, parce qu'il y a plein de sculpteurs, il y a des fabricants de peinture, en gros, il y a des artisans, il y a des vrais artisans du wargame qui étaient présents, et je ne les ai que trop peu entendus. Donc c'est bien dommage. À vrai dire, les réactions des gens m'ont pas mal déçu. Entre ceux qui ragent un peu beaucoup trop, certes, ok, il y a eu des problèmes d'organisation, mais j'ai envie de dire, mec, organise un truc toi-même, tu verras à quel point il y a plein de facteurs qui peuvent t'échapper. Bon, voilà, il y a sans doute une partie de tout ça qui n'est pas excusable, hein, parce que les gars, c'est quand même une grosse structure, c'est des gros événements tous les 3 ans. Il y a eu de très nombreuses éditions qui, en fait, leur permettent de voir ce qui va marcher ou pas. Là, en l'occurrence, voilà, je pense qu'ils ont voulu se la péter un peu à faire ça dans un lieu un peu prestige, mais un lieu qui n'était tout simplement pas adapté. Donc, bah, je pense pas qu'on est prêt de revoir ça en France parce que véritablement, il y a eu une vraie tempête de réactions négatives sur les réseaux. Je pense que l'entité organisatrice de ce truc-là, elle a dû solidement en prendre note. Et c'est bien dommage, hein, parce que voilà, c'était l'occasion de briller un peu par chez nous. Acte manqué pour cette World Model Expo à Versailles. Et c'est bien dommage. Dans le genre, un peu phénomène de masse, on va également avoir droit au mois d'octobre à la Paris Wargame Expo à Montreuil, qui est donc organisé par la FEC. Là, on parle également d'un truc gigantesque, hein, ça se passe dans un lieu absolument délirant en termes de volume. Et donc là, bah, ça va être tout simplement le plus gros événement français à propos du Wargame et surtout en fait de Game Workshop. Donc on parle d'un tournoi énorme. Donc un tournoi compétitif, un autre tournoi qui est présenté comme étant fun, qui va être du 2 versus 2, et un dernier tournoi qui, lui, prend l'étiquette d'un tournoi narratif. Donc vous êtes bien sûr que ceci a immédiatement piqué mon attention. Bah, cependant, je ne sais pas trop quoi en dire, parce que de la manière dont c'est présenté, donc évidemment, finalement, à une échelle pareille, avec un nombre de gens pareil, il aurait absolument impossible de faire quelque chose de absolument scénarisé comme a pu l'être le Rural Hammerfest par exemple. Ici, je pense que le délire écrire une histoire cohérente, ça passera derrière. Mais au juste, ça passera derrière quoi? C'est quoi la forme que va prendre ce truc? On nous présente le machin comme étant une espèce d'event à l'américaine avec des animateurs de parties qui seront en cosplay. Bah voilà, pour moi en vérité ça c'est pas vraiment du jeu narratif, on va plutôt parler de jeux fun, de jeux un peu à thématique événementielle. Mais en vrai là j'évite toute forme de jugement, mais je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par tournoi narratif. Donc finalement j'attends de voir. Donc une chose est sûre, c'est que je n'y participerai pas, tout simplement pour raison financière. Vous avez sans doute vu les prix, c'est 200 € les 2 jours. Je trouve ça beaucoup, beaucoup trop cher. Je mets pas une somme pareille dans un week-end Wargame. Et évidemment, en fait, on parle d'une somme, mais de laquelle est exclu bien, le logement, la route, le parking, la bouffe du soir, les éventuels petits goodies et petits souvenirs sur place, parce que Game Workshop sera présent à l'événement. Donc évidemment, ça c'est le genre de truc qui va te gratter le portefeuille, hein. Mais bref, pour moi, 200 € le week-end de Wargame, c'est hors de question. Je n'ai jamais mis un prix pareil et je ne le mettrai jamais. Mais par contre, j'irais bien faire un petit tour en tant que visiteur. Donc là, à ce niveau, j'attends d'en savoir plus parce que à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de ticket visiteur. Donc je sais pas, est-ce que je pourrais même y venir en tant que média, histoire de faire quelques interviews sur place et puis tout simplement dire bonjour à tous les copains, parce que je pense que vous serez nombreux, hein, sur place, quel que soit le bord dont vous veniez, hein, que ce soit du narratif, du compétitif, etc. En tout cas, ouais, je suis quand même curieux de faire un grand tour sur place parce que là, on parle d'un événement gigantesque, hein. Donc de base, c'est pas mon truc, mais bon, voilà, c'est une fois par an. Quand même, la curiosité risque de prendre le dessus. Mais financièrement, ouais, c'est juste pas possible. Et là, quelque part, en fait, moi, je me questionne à propos du lieu. Montreuil, c'est tout simplement une des villes les plus chères de France. Montreuil, en fait, ces 10 dernières années, c'est devenu tout simplement le sanctuaire des bobos. Ils sont tous venus de Paris pour s'installer là et ils ont fait comme dans pas mal de grandes villes, c'est qu'ils ont complètement sanctifié les lieux
pour créer à la fois une espèce d'entre-soi où tout le monde pense pareil, où on mène le même plan finalement d'urbanisation hyper gentrifiée avec toute la casse sociale que ça amène. Donc pour moi, Montreuil, c'est un peu le temple du mal, hein, on va pas se mentir. C'est tout ce que je déteste, quoi, en termes de tout, en termes d'ambiance, en termes de bourgeoisie qui semble avoir complètement perdu les pédales. Voilà, en termes d'écologisme des grandes villes, hein, de ce truc qui mène à des non-sens absolument sidérants. Enfin, bref, Montreuil, pour moi, c'est tout ça. Et je me dis, mais pourquoi avoir voulu organiser ça là? Ok, la proximité de l'Île-de-France, elle mène naturellement à une affluence qui sera importante, mais putain, les gars, Montreuil, c'est un des lieux les plus chers quoi, à échelle nationale. Donc, évidemment que ça donne un week-end à 200 euros. Honnêtement, il eût mieux valu, je pense, d'organiser ça de manière un peu plus éloignée, tu vois. Si tu t'éloignes un peu, ça donne quoi? Ça donne Fontainebleau, Chartres, Orléans, pourquoi pas. Bref, dans des villes où finalement le ticket d'entrée aurait été peut-être divisé par deux et voilà, en fait, de manière à démocratiser le plus possible la chose, parce que là, j'ai l'impression que ça ne s'adresse que, d'une part, aux Parisiens, et d'autre part, à des gars qui ont vraiment de la thune, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, ouais, dommage. Enfin, voilà, pour moi, le choix de Montreuil, honnêtement, c'est une purge, quoi. C'est tout simplement la volonté de multiplier les tarifs par 2 ou 3. Enfin, tout est beaucoup plus cher à Montreuil. Et en fait, je me demande même si ce truc peut être rentable. Si vous voulez, j'ai travaillé un peu dans l'événementiel, dans le concert, etc. Moi, le prix des salles, globalement, je le connais. Et là, je vous jure que la salle qu'ils ont pris, on parle d'un truc, mais laisse tomber, quoi. C'est une somme absolument faramineuse et j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir rentrer dans leurs frais. Parce que même avec un tarif aussi élitiste de 200 euros le week-end, en vrai, je suis pas sûr. Bon, néanmoins, j'imagine que le truc a quand même été fait sérieusement. Il y a un cahier des charges. Enfin, voilà. Derrière, il doit y avoir quelques financiers à l'œuvre. Donc, ouais, j'espère qu'ils vont s'en sortir. Bon, en tout cas, si je peux y venir en tant que visiteur, s'ils font un petit pass visiteur, même pour y poser une figurine pour le concours de peinture, ouais, un concours de peinture payant. Bon, je vais arrêter de bitcher, hein, mais un concours de peinture payant au format open, les gars. C'est pas censé être payant, quoi. C'est pas du tout censé être payant. Les juges, etc., généralement, ils font ça bénévolement. Enfin, voilà, faut être sérieux. Non, en fait, c'est pas possible. 200 euros l'entrée et tu rajoutes une bille pour poser des figurines à un concours, ça commence à faire beaucoup. Bon, bref. J'arrête de bitcher, moi de toute façon je vais essayer d'aller y faire un tour pour tout simplement voir tous les copains et puis évidemment par curiosité de voir ce que ça peut donner un événement à cette échelle. Parlons d'échelle plus petite avec le prochain Hammer Time, hein, donc le Hammer Time 2025 qui se déroulera toujours à côté de Lille. Fin septembre, et bien ce Hammer Time, naturellement, vous m'y retrouverez. J'aurai 2 tables, j'aurai une table d'expo Warhammer 40 000 et une table de jeu et d'initiation à Boarding Action. Cette année, j'ai même l'immense plaisir en fait de faire partie du jury de peinture. Donc c'est un concours de peinture sur figurine au format open. Il n'est pas payant celui-là. L'entrée non plus n'est pas payante. En plus, la bière est pas chère, hein. Voilà, c'est ça qu'on veut, les mecs. Bref, le Hammer Time, vous allez pouvoir poser des figurines en concours et vous vous ferez lourdement juger par Brother Maxou qui se fera un plaisir de vous saquer. Donc, pas de stress, les gars. En tout cas, j'ai hâte. Ça va être trop bien, ce Hammer Time 2025. J'ai beaucoup de trucs à présenter, en plus de participer réellement à l'accueil, au concours et tout. Ça me vend du rêve. Je fais des gros bisous à la Forge Ludique et j'ai très hâte de les retrouver. Donc, n'hésitez pas. Le Hammer Time, c'est le 27 septembre 2025. Autre événement qui va être à venir, c'est tout simplement les championnats du monde de Warhammer 40 000. Donc,
Naturellement, ce n'est pas vraiment le sujet du podcast, enfin moi j'ai pas de compétences particulières à parler de méta, de compétition et tout, mais j'avais envie de relever un truc qui m'a quand même pas mal fait rire. À mon avis, vous l'aurez noté, c'est que cette V10, tous les joueurs à haut niveau en sont ravis. Tout le monde vante en fait le moteur de règles qui est plus génial que jamais, et surtout tout le monde parle d'un jeu enfin hyper équilibré et d'une méta très saine. Alors, parce que, ok, ils disent tout ça, et dans la foulée, on se rend compte que les championnats du monde de Warhammer 40 000 vont se résumer à affronter des Zika et des RK qui sont absolument pétés en ce moment. Alors là, grosse incompréhension de ma part. Du coup, j'ai regardé une interview de Père Castor, qui est vraiment le meilleur dès lors qu'il faut parler de roster, de liste, de compétition et tout. Le mec, c'est un monstre absolu à ce sujet-là. Il est toujours intéressant à écouter, le gaillard. Mais du coup, il t'explique que la méta, elle est top, que l'équilibre, il est top. Et après, il t'explique qu'en fait, les rosters que vont se construire ces équipes de jeu, parce que là, on parle de jeu par équipe, en fait, ça se résume pas mal à savoir contrer deux armées qui sont absolument broken en ce moment et que du coup, toutes les équipes ont choisi d'inclure. Donc, les Imperial Knights et les Renegade Knights ont massivement baissé en points. Ça te permet d'avoir à 2000 points une armée composée de 6 gros Zika. Bon, c'est chaud. Et en plus, il profite d'une règle débile. C'est la règle Towering. Elle fait beaucoup parler, à vrai dire, depuis la création de la V10. Vous posez un pied sur un élément de décor et en gros, vous voyez toute la table. Mais vous voyez tout. C'est-à-dire même ce qui est planqué derrière des occultants. Mais c'est nul. Mais putain, quelle règle de merde. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. En gros, tu commences ta partie, toute ton armée est occultée. C'est le Chaos Knight qui a le premier tour. Ton armée, il va en enlever la moitié. Il voit toute ton armée, il a des mécaniques d'attrition absolument délirantes, il va toucher à 2 avec du létal, avec du sustain. Il va t'enlever en fait des escouades de custo par poignée. Franchement, ce genre d'armée, une armée de Chaos Knight optimisée, ça peut retirer plus de 1000 points en une phase de tir. Pour moi, il va te tirer dessus, mais sans malus. C'est-à-dire que techniquement, il te voit pas. Mais il va te tirer dessus à 2, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de malus, il n'y a pas de malus de tir indirect, tu n'auras pas le mot-clé discrétion, enfin bref, tu n'auras rien pour te sauver. Donc actuellement, Warhammer 40 000, c'est ça, c'est affronter des robots géants et se faire astropoutrer. Et du coup, les championnats du monde vont se résumer à lutter contre ça. C'est passionnant, les mecs. C'est vraiment passionnant. Effectivement, c'est une superbe méta. Effectivement, le jeu est très équilibré. Mais putain, moi là, je me mets à la place d'un tournoyeux, mais j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. À quel moment, en fait, c'est intéressant ? Certes, il y aura des match-ups intéressants, il n'y a pas que ça naturellement, mais là, en tout cas, les championnats du monde, on le sait déjà, il y aura des dizaines et des dizaines de parties avec des robots géants qui vont foutre 20-0 à tout le monde en vrai. Putain, c'est nul quoi. Mais du coup, en fait, moi, ça amoindrit réellement le challenge qu'on peut éprouver en fait face à. Et puis, en fait, ça limite radicalement la construction de listes parce que là, toutes les équipes se mettent à sortir des listes qui sont des contre IK, justement. Et donc, il y a beaucoup de manières d'en faire. Si tu satures avec beaucoup de létal, t'arrives à tomber de l'IK, il n'y a pas de souci. Mais en gros, l'événement, à mon sens, il est complètement piraté par ça. Bon, ça et d'autre part, une Death Guard qui est toujours vraiment beaucoup trop forte, peut-être. Mais putain, grosse incompréhension de ma part de voir en fait des gens parler d'un vrai équilibre et d'une super méta pour au final se retrouver à lutter contre deux factions pétées que tout le monde va choisir. D'ailleurs, à ce sujet, je salue le choix qu'a fait Père Castor de ne pas inclure ce genre de liste horrible dans son roster. Là, ça, c'est vraiment un excellent geste. C'est à la fois un gros geste de fair play et également un gros défi. Les mecs, en fait, ils vont essayer de remporter la grosse suine sans aligner le truc le plus pété du moment. Donc bravo, quand même, bravo Père Castor et l'équipe de France. Ça, à mon sens, c'est du beau jeu.
Mais là, en l'occurrence, dans ces championnats, moi, je ne vais pas vraiment m'y intéresser parce que, en vérité, du beau jeu, on en aura sans doute, mais assez peu. Je pense qu'il y a vraiment un trop gros élément perturbateur au milieu de tout ça, et c'est bien regrettable. Bon, maintenant, on va parler un petit peu de figurines quand même. Alors, quelles sont les news les plus chaudes côté Game Workshop, c'est-à-dire les actualités imminentes? C'est tout simplement la sortie des Black Templars et des Grey Knights. Donc, des sorties potentiellement intéressantes, surtout évidemment du côté Black Templar, parce que les articles de Warhammer Community nous ont un peu teasé le gameplay, et on se rend compte que dans ce gameplay, les Black Templars font complètement abstraction du serment de l'instant pour y fixer en fait leur système de vœux à la place. Donc ça, c'est quand même une grande nouvelle. On a déjà vu en fait dans le codex Space Wolves une vraie finalement séparation entre véritable unité Space Wolf et unité Astartes générique ou vanille. Je pense que les Black Templars vont emprunter un peu la même voie. On se détache un peu de l'ADN du codex Astartes classique pour aller vers quelque chose de beaucoup plus personnalisé, de beaucoup plus spécifique. Donc si le codex Space Wolf était quand même une réussite sympa, le Black Templar semble aller encore plus loin, et gageons que ce sera peut-être le futur des Astartes, en fait, de tous les chapitres, hein, parce que voilà, moi c'est vrai qu'avoir le serment de l'instant pour tout le monde, bon, tu vois, moi, quand je joue Blood Angel par exemple, le serment de l'instant, parfois je trouve presque qu'il est de trop. À vrai dire, je n'en ai pas vraiment ultra besoin, j'ai déjà tellement de bonus de force, d'attaque, etc. Je me dis, oh allez, encore une reroll hit, ça fait beaucoup, j'ai déjà des troupes qui ont nativement la reroll hit, donc pourquoi pas. C'est vrai que moi je préférais avoir une vraie règle d'armée soif rouge par exemple. Du côté GK, honnêtement, no comment, hein, je vais pas en reparler. À vrai dire, j'ai même pas envie de m'intéresser au codex, parce que là, on est vraiment sur une sortie en figurine rachitique, il n'y a absolument rien, on a toujours les mêmes figues. Les boîtes, elles font pitié, hein, que ce soit Battle Force, Combat de Patrol, tout est naze. Donc passons sur les GK. Les GK, voilà, leur heure viendra, mais pas maintenant, va falloir attendre la V11. Donc on va en venir maintenant au gros morceau, c'est-à-dire cette reveal assez massive qui a eu lieu le 18 juillet. Donc c'était le Big Summer Preview. À vrai dire, pour une fois, c'est un événement que j'ai loupé en direct, donc j'ai tout rattrapé uniquement 2 jours plus tard, hein, j'étais tout simplement occupé. Donc on va faire ça dans l'ordre. Et on va commencer par les très attendus Ligue de Votann. S'il y a bien une faction qui méritait quelques nouveautés, c'est celle-là. Donc naturellement, on avait eu un reveal d'armée intégral en V9, mais à vrai dire, en termes de list building, on arrivait assez vite au bout des possibilités. À vrai dire, il y a encore des factions à l'heure actuelle, je pense par exemple aux World Eaters ou aux Empire Children, qui ont une gamme tout aussi réduite. Mais là, c'est vrai que les Votann, ça faisait quand même quelques années qu'ils devaient jongler avec des détachements pas hyper intéressants, tout simplement parce que l'offre en figurines n'était pas assez nombreuse. Désormais, c'est vraiment chose faite. Tout ce qui manquait aux Votann, on va les trouver. On a déjà une bonne dose de persos en plus. Donc des persos qui sont vraiment très bienvenus. On en avait que 2 ou 3, il me semble. Donc là, on a pas mal de monde. On a un nommé qui s'appelle Buri Aenirson, ok, qui est le seul survivant finalement d'une attaque de la flotte russe Léviathan. Il orne magnifiquement la chose avec, en portant ni plus ni moins, ce qui semble être la tête d'un prince tyrannide dans son dos. Donc le mec semble plutôt déter. Figurine assez sympa, très cool. Ensuite, on a un arcaniste Evaluators qui semble faire partie du département scientifique des League of Votann. Donc il dresse sur vous un flingue. T'as pas trop envie de savoir ce qu'il fait, le flingue. À mon avis, ça a l'air très méchant. Figurine très sympa, encore une fois. Ensuite, on trouve un stratège, donc le Memnir stratégiste, qui est vraiment excellent. J'adore la figue, là. Il est là avec ses mécadendrites et son smartphone. Figurine vraiment très sympa. On se lâche un peu plus sur le style, sur ces figurines-là. On a un peu plus d'ADN traditionnellement nain, je pense. C'est vraiment pas mal, quoi. On a ensuite une nouvelle élite qui sont les Iron Kill Steel Jacks. Et là, à vrai dire, des figurines qui m'ont vraiment surpris parce qu'on renoue avec une échelle humanoïde.
Donc je me suis dit, putain, en vérité, c'est un peu dommage parce que c'est pas le genre d'anatomie qu'on souhaiterait avoir dans une armée un peu typée naine. Bon, les figurines demeurent très belles, mais j'ai juste été surpris en fait par l'anatomie globale du truc. Donc ces Steel Jacks, on va pouvoir les équiper de deux manières différentes, hein, que ce soit au tir ou au corps à corps. Donc là, ça nous promet voilà, au moins deux unités, de belles unités très variées, donc très cool. On n'en sait pas plus, à vrai dire, sur les règles. Mais nul doute que c'est des machins qui risquent quand même de cogner assez fort, hein. On continue avec la partie Chtonian, hein, donc les fameux Lopez, hein, les nains en Marcel, là, avec des Chtonian Earthshakers. Donc ce sont des batteries d'artillerie sur des gros socles, hein, comme on en a pu en voir dans pas mal d'autres armées. Ah putain, ça c'est très très chouette. Il y a même plusieurs manières de monter un peu l'équipage, les servants. C'est très beau. Ça, c'est très très cool, des bonnes batteries d'artillerie Votan, c'est très cool, hein. En plus, voilà, on commence à avoir des unités réellement thématiques au sein d'une seule et même armée, hein. Donc là, on est sur les Chtonian, les espèces de gladiateurs en Marcel. Nul doute que dans le codex à venir, on risque d'avoir d'une part voilà, un détachement articulé autour de ces troupes Chtonian, une autre qui serait articulée autour des Steeljacks, une autre qui serait articulée autour des Thunderkin. Naturellement, quand la gamme s'étoffe, les options de jeu s'étoffent en même temps. En tout cas, petit coup de cœur pour ces batteries d'artillerie. Elles sont vraiment super chouettes. Et on continue avec le Capricus, qui est un petit véhicule léger. Donc un autre véhicule léger pour les Votan, hein, qui sont déjà plutôt bien équipés en la matière, et qui là encore connaît deux options de montage. Ça va être soit un petit transport rapide pour une unité de 5 mecs, soit une véritable plateforme de tir mobile et légère. Donc très cool, le design est encore une fois très cohérent avec les motos, avec cette espèce de design véhicule lunaire. C'est très cool, c'est très cool. Le transport de troupes, là, il semble un peu être conçu pour les mecs de la Kill Team, hein, parce qu'on retrouve un peu cet esprit blouson en cuir et moustache. C'est vraiment très chouette. Et là encore, ça va encourager, je pense, à dresser des listes assez thématiques. Donc naturellement, dans la foulée de tout ça, on va avoir droit au codex, hein, un codex qui est annoncé comme étant assez gros, il y a 150 pages quand même, très bien, 5 détachements, sans compter les éventuels détachements en ligne de Warhammer Community, et une petite patrol, donc une petite patrol qui est tout à fait classique, mais qui est de bonne aloi. On trouve tout simplement des indispensables pour tout type de liste Votan. Donc les Votan, enjoy, hein, c'est quand même une grosse sortie. Cependant, faut garder à l'esprit que moi, les Votan, à l'heure actuelle, je trouve que c'est une armée compliquée à peindre. Honnêtement, que ce soit les véhicules ou l'infanterie lourde, par exemple, c'est pas une mince affaire. Sur les véhicules, par exemple, il y a beaucoup de sous-assemblages à faire. Mais néanmoins, en termes de design, franchement, c'est du kiff, hein. Ouais, je vois, tout me plaît là-dedans, en vérité, hein. Les unités chtoniennes à peindre, là, ça introduit d'autres défis, hein. La peinture de la peau, on est sur des figurines également très détaillées. Non, là, les Votan, vous avez, les gars, enfin, une véritable armée très complète, très riche, avec beaucoup de QG, beaucoup d'élites. Il n'y a qu'un seul type de troupe encore basique, on va dire. Ensuite, on part plus sur des trucs plus spécialisés, comme la Kill Team ou les Berserkers. Ouais, peut-être qu'il manque une autre troupe de base, peut-être, pour être tout à fait complet en termes de list building, mais franchement, là, il y a largement de quoi faire, les modèles sont cool, les Steeljacks, en fait, je vais attendre de les voir en vrai, parce que là, j'ai du mal un peu à jauger la chose, on ne voit pas trop la taille qu'ils vont faire, d'ailleurs. Est-ce que c'est un gabarit un peu, je sais pas, aussi gros que les nouveaux Saturnines, par exemple? Je ne sais pas trop, ça j'attends de voir en vrai. En tout cas, moi, les Votan, à l'époque, j'avais eu du mal avec la direction artistique globale. Et une fois que je les ai vus sur table, j'ai fait « Ah non, en fait, ça a de la gueule, hein. » C'est une armée vraiment qui est plus belle en vrai, je trouve, qu'en photo, très globalement. Et c'est vraiment un projet modélisme et peinture très sérieux. Donc, les Votan, enjoy. Là, à mon avis, vous en avez pour quelques années à vous régaler.
Je vais passer très vite sur la partie Old World où on a tout simplement quelques nouveautés en termes de rois des tombes, donc des prêtres liches, des héros royaux, des figurines vraiment très sympas, hein. On est toujours dans cet ADN Old World vraiment à l'ancienne, mais avec des kits qui semblent vraiment très très modernes, hein, en termes de conception, en termes de finesse de gravure. Honnêtement, c'est un sans faute en termes de goût, hein, je pense, pour tout joueur roi des tombes. Tout ça, c'est vraiment très, très, très beau. Vraiment, il n'y a rien à acheter. Une belle petite réussite côté roi des tombes, avec naturellement le petit arcane journal qui va bien. Mais pour le reste, bah, je laisserai les spécialistes du vieux monde parler à ma place. Côté AOS, on se retrouve avec les nouveautés, on va dire, de codex, hein, donc les Battle Tomes. On va retrouver avec bonheur les Flèche Eater courtes qui se fendent d'un petit QG très sympa qui est le High Falconer Felgreen. Figurine encore une fois très originale, hein. On est sur une goule un peu. Le mec il semble, on dirait Robin des Bois mais version goule. Très très sympa avec une petite Spirène naturellement qui va bien, qui est un peu chiche cependant. Bon, les Flèche Eater courts, ils ont eu énormément de nouveautés lors de leur reveal. À vrai dire, à AOS, c'est souvent ce qui se passe, c'est quand tu as une révélation, c'est-à-dire une nouvelle faction, bah, les mecs ils sortent l'armée en entier. D'ailleurs, on aura un bel exemple plus tard. Mais donc là, un petit QG pour varier un peu les plaisirs, c'est tout à fait cool. Et la deuxième faction à connaître les honneurs d'un nouveau Battle Tome, ce sont les Night Owns qui accompagnent ici la sortie d'un nouveau QG qui s'appelle le Lord Vitriolique et qui est super. Il porte très bien son nom, hein, parce que le gars il manipule des fioles de poison, de toxines. Il a une gueule pas possible. Il a il a une étagère à élixir juchée sur le dos. Une très belle figurine Night Haunt. Les Night Haunt, honnêtement, c'est une gamme véritablement superbe. Et à vrai dire, bah, la Spired qui sort dans la foulée en est un très bel exemple. Les Night Haunt, si vous cherchez par exemple une première armée à faire à l'aérographe, là, je pense que c'est le meilleur choix du monde. Peindre des Night Haunts à l'aéro, je l'ai déjà fait avec un copain. C'est que du kiff, c'est très simple, ça rend très bien, très rapidement. C'est tout simplement du bonheur. Donc, deux nouveaux Battle Tomes pour AOS. Et on va continuer dans AOS. Ah putain, navré les mecs, là je sors d'un peu d'une crise d'allergie. J'ai du mal. J'ai du mal, mais bon, je vais pas arrêter l'émission, ce serait débile. Là, en gros, j'ai les yeux qui pleurent, le nez qui coule. C'est la merde, je vais devoir prendre pas mal de micro-pauses. Fait chier. Tu vois, moi j'ai besoin de vivre à côté des arbres, mais les arbres me détestent. C'est comme ça depuis 30 ans, à vrai dire. Bon. On s'en fout. Venons-en à ce qui est, à mon sens, le plus gros morceau de ce Big Summer Reveal. C'est la sortie des Nains du Chaos. Et ça se passe chez AOS. Il y avait, à vrai dire, pas mal de gars qui attendaient ça pour Old World. Et ben non, c'est AOS qui a été retenu. Donc, à vrai dire, il y a peut-être une explication à tout ça. Une explication qui, moi, me fait beaucoup rire. Quand on voit les anciens Nains du Chaos. Bon... Les mecs, ils ont des gros nez crochus, ils ont des roues flaquettes et ils creusent dans la montagne pour trouver de l'or. Bon, là, ressortir ça, si tu veux, en 2025, il y a moyen de se taper un petit procès pour antisémitisme ou je ne sais quoi. Franchement, ouais, c'est une image un peu has-been, c'est une image qui pouvait être un peu polémique également. Et bah, du coup... La facilité, naturellement, ça a été de ressortir ça pour AOS, eh bien, en suivant naturellement la direction artistique de la fantasy 2.0. Et donc, on se retrouve avec des nains du chaos, mais enfin, moi, je les trouve incroyables. C'est vraiment la réinvention de ce mythe, hein, quasiment, de ce peuple assez rare. Hein. C'était un peuple assez rare du vieux monde, mais qui là réinvente absolument tout et du coup évite les travers de cette direction artistique un peu vieillissante et un peu borderline quoi. Et donc on se retrouve avec des nains du chaos mais qui ont développé à mort l'aspect à la fois magique, métallique et également minéral. Je trouve ça super. C'est vraiment une superbe réinvention de la chose.
Il suffit de voir le QG, hein, le QG qui mène en fait la nouvelle boîte collector qui va sortir. Putain, c'est trop bien quoi. C'est vraiment trop bien, c'est hyper orné, c'est hyper métallique, c'est hyper cristallisé, c'est hyper... Enfin putain, c'est trop cool, c'est hyper rocheux également. Vraiment là, je trouve ça superbe, c'est vraiment une réinvention de toute beauté. Les troupes de base ne sont pas en reste, naturellement, même si ça se fait dans un design un peu plus simple. Ils présentent tous en fait cette espèce d'hyper découpage dans les formes. Il y a même quelques petites originalités. Il y a des casques de taureaux, il y a des servants hobgoblins. Il y a vraiment pas mal de types d'armures différents. Les armes aussi ont un design très particulier. Les boucliers trop beaux, riftés de partout. Ah non, c'est vraiment super beau. Vraiment, c'est une réinvention, mais hyper intelligente qui ne trahit en fait rien de l'esprit original, je trouve. Du côté des machines de guerre, idem, c'est un grand succès. On a vraiment des mini-tanks avec un brasier ardent, hein, qui brûle on dirait de la malpierre. Putain, c'est vraiment cool, hein. C'est vraiment super cool, c'est des belles machines de guerre. Et alors ensuite, en parlant de machines, on fonce carrément sur ces espèces de colosses, ces Dominator Engine, hein, qui sont quelque part des avatars du Bull Favor, hein, du Père Taureau, enfin de Hachute, hein, tout simplement. Donc on se tape une espèce de colosse Minotaur qu'on peut assembler en deux variantes. Une variante de tir avec deux énormes canons d'airain et une variante de corps à corps qui manipule deux énormes masses d'énergie. Putain, c'est de la grosse figue, hein, c'est de la grosse figue. La peinture du studio Heavy Metal est ici, mais magnifique. Franchement, pouah. Ah, je vois ça, mais ça me donne envie de braire, hein. La finesse dans le métal, elle est mais exceptionnelle. Ensuite, les mecs, ils font de l'OSL au pinceau, mais là, c'est OSL bac plus 8, hein, ah là là, c'est vraiment de toute beauté. Et bah, en plus, on trouve encore d'autres trucs, hein. Il y a un autre, enfin, il y a même deux autres QG, le Demon Smith, donc une espèce de sorcier occulte, hein, des nains du chaos. Tout est parfait, hein. Il a le putain de grimoire avec des runes. Il a un feu magique dans sa main droite qui, là encore, est peint de main de maître. Franchement, c'est hallucinant. Tout est vraiment super. On a ensuite un grand ancien qui est plus timide, là, côté figue, je trouve, qui a la moitié en fait du crâne rocheuse. Le mec, à force de mener des rituels au nom du Père Taureau, il s'est fait carrément croûter la gueule de manière minérale. C'est magnifique. Et pour finir, on a aussi les centaures, hein, donc les centaures taureaux qui sont assemblables en deux variantes et je les trouve mais toutes magnifiques, hein. Donc on a une version armurée avec des masses d'armes et une version carrément torse nu avec des énormes casques de taureau et des armes à deux mains. Pouah, putain, c'est beau, hein. C'est beau. On a une autre unité, cette fois de troupes de base, qui vont être les Infernal Risers, qui vont être spécialisés au tir, hein, naturellement, du tir un peu à dominante magique. On voit qu'il y a des espèces de roches en fusion, hein, qui dorment dans ces canons. On va être, à mon avis, sur des genres de fuseurs, on va pas se mentir. Et ensuite, on a également des Hobgrottes, donc les remplaçants des vieux Hobgoblins, qui sont mignons comme tout. On y retrouve un peu cet aspect un peu plus vicieux de la peau verte comme on en a vu chez les Zoruk Warclands. Encore une fois, c'est très cool. Bon là, c'est un peu sans surprise côté Hobgoblin, mais tout est bon, hein, tout est bon. Et pour finir, eh bien naturellement, on a la pièce maîtresse. Donc d'une part, qui va être un personnage nommé au doux nom de Uraktar, et de l'autre, une variante, tout simplement un Demon Smith, donc les grands chefs nains du chaos, donc plus générique, mais bon, avec deux types de montures différentes, deux poses différentes. Là encore, la peinture du studio Heavy Metal, elle est à tomber par terre. On est sur une peinture, mais une espèce de bronze, mais avec des nuances, mais d'une richesse. Putain, honnêtement, c'est une des plus belles peintures métalliques que j'ai jamais vues, hein. On est vraiment sur un bronze intense, avec plein de reflets bruns, rougeâtres, orange, qui vont à la fois vers l'or, vers le cuivre. Putain, waouh, qu'est-ce que c'est beau, hein. Qu'est-ce que c'est beau tout ça. Honnêtement, là, quand je l'ai vu la photo, j'ai fait « Oh !»
Tu vois, j'ai eu un peu la mâchoire qui s'est décrochée entre l'effet magique hyper menaçant qui se dégage de l'arme. Tout est superbe, hein. Tout est superbe. Et pour la deuxième variante, ils nous ont carrément fait un taureau ailé peint un peu en des nuances de jade et d'émeraude. Donc on retrouve vraiment ce côté hyper minéral, je trouve, dans l'ADN de cette direction artistique des Nouveaux Nains du Chaos. Pour moi, le truc est un sans faute intégral. Et là, en fait, c'est pas comme dans Warhammer 40 000, on vous présente pas une moitié d'armée. Là, vous avez véritablement mais une armée entière, mais très nombreuse, où chaque kit connaît 2 variantes d'assemblage. Les personnages sont quand même nombreux. Vous avez 2 plateformes d'artillerie différentes, 2 colosses différents, 2 énormes taureaux ailés différents, de la troupe de base, des hobgoblins, putain, et 2 unités de centaures. Putain, c'est quand même une énorme armée, clé en main. Bon, évidemment, ça va coûter cher, mais putain, qu'est-ce que c'est chouette, quoi. Qu'est-ce que c'est chouette. Franchement, ouais, là, il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo. AOS, une fois de plus, est tout simplement le plus beau jeu de figurines du monde. Je sais qu'en termes de règles, c'est assez nuancé, en fait, du côté des utilisateurs. Il y a beaucoup de déçus de cette V4, mais moi ça me plaît bien de voir en fait Game Workshop tenir le cap, hein, c'est-à-dire il lâche rien. Il lâche rien en termes de figurines, en termes de direction artistique vraiment novatrice. C'est vraiment très très bon, quoi. C'est vraiment très très bon. Et qui plus est, ça rend en fait les anciennes gammes de Nains du Chaos encore plus attachantes, parce que c'est quand même cool, hein, de voir l'avant-après. Enfin, quand tu vois, ouais, après il y a 30 ans à mon avis qui séparent ces 2 gammes-là. Mais voilà, moi j'aime bien les marques assumées, et c'est vrai qu'à Old World, j'ai pas envie de voir des nains New Age, tout minéral, tout armuré. Non, là évidemment, on va préférer les rouflaquettes et les nez crochus. Petite parenthèse dans toutes ces nouveautés, avec Underworld qui connaît encore pas mal de sets d'expansion. On a un set Sylvaneth qui est vraiment trop trop beau, hein. C'est des espèces de centaures, Kurnos, des très belles figurines. Franchement, j'aime beaucoup. Bon, Underworld, j'y connais rien, hein. Ensuite, vous avez une bande de Nains du Chaos, et là, en fait, qui a encore une fois une petite réserve à figurines supplémentaires. Là encore, toutes les figurines déboîtent, hein, tout est vraiment très beau. Donc là, ça vous fait pas mal d'options supplémentaires pour vos QG, pour vos hobgoblins, pour vos petits chefs d'unité. C'est très cool. C'est très cool, encore vraiment des petits ajouts assez bénéfiques, quoi. Donc Underworld, on va dire c'est le même constat qu'AOS. Toutes les figurines sont cool dans Underworld, donc surtout ne vous privez pas. Dès lors que vous êtes un joueur AOS, on a tout à y gagner à s'acheter un petit kit d'Underworld, bien pour un peu enrichir sa gamme et sa collection. Du côté maintenant de Légion Impérialiste, là on fait pas dans la dentelle parce qu'on va avoir une sortie uniquement tourner autour des tanks, et des tanks plutôt lourds, hein. On va déjà avoir le Mastodon. Le Mastodon, donc c'est un gros véhicule de transport, mais un véhicule super lourd. À Warhammer 40 000, je ne me souviens plus, mais je crois que ça vous permet d'embarquer au moins 30 mecs. C'est une maquette énorme, hein, chez Forge World. Je sais pas si ça ressortira en plastique un jour, ce truc, mais du coup là, vous avez la chose à Légion Imperialis, avec toujours cette même finesse dans la gravure, cette même c'est des kits très gros, hein. Légion Imperialiste, il y a énormément de pièces dans ces kits. Donc vous avez le Mastodon, vous avez également le Whirlwind, le Scorpius, le Vindicator, le Cerberus. Donc le Cerberus, c'est une variante du char d'assaut Spartan, et également le Typhon qui est la variante démolisseur du châssis Spartan. Donc voilà, encore des nouveautés côté Légion Impérialiste. Là encore, en fait, un jeu qui est pas mal suivi, avec idem, quelques accessoires, des cartes, des jetons, un nouveau bouquin. Voilà, Légion Impérialiste suit son petit bout de chemin, et c'est tant mieux. Venons-en maintenant
au grand frère, hein, même gamme, mais en plus grand, du côté de Age of Darkness, donc l'Horus Heresy V3. Donc, on a connu une sortie assez massive ces derniers temps. Là, on va juste être dans le petit bonus au sein de ce reveal, et un bonus qui consiste à nous présenter la variante Assaut des châssis MK2 présente dans la nouvelle boîte de base. Donc, ça ne déçoit pas. On a de la bonne vieille armure MK2 avec son bon vieux jetpack, mais tout à fait archaïque, qui lui donne justement en fait une présence vraiment massive sur place. À vrai dire, c'est un jetpack qui ressemble un peu à ceux qu'utilisent les orques au 41e millénaire, quoi. On est vraiment sur des putains de turbines qui sont accrochées dans ton dos. Le kit semble être très bien fourni en termes de variantes d'armes. On a des haches à deux mains, on a plein de trucs, hein, des haches tronçonneuses, des masses d'armes. Ça va être tout simplement très cool. Donc pas vraiment de surprise supplémentaire concernant Age of Darkness. On a par contre on a un journal Tactica. Ça je sais pas trop en quoi ça consiste, on va dire. Donc c'est un bouquin qui s'appelle Les Forges de Saturne, qui vous explique en fait comment le primarque Vulcan a été quelque part l'artisan de la réintroduction des armures saturnines au sein de la Grande Croisade, et donc particulièrement dans les légions d'Astartes. Donc je sais pas encore ce que c'est ce truc-là. Est-ce que ça... À vrai dire, dans l'article, ils disent que ça introduit des nouvelles règles, mais du coup, je comprends pas. Déjà, un supplément. Donc ça, je garde mon avis pour plus tard. On verra ce que ça donne par la suite. Du côté maintenant de la Black Library, eh bien la Black Library entame un nouveau cycle. Ça est tout simplement le post-siège de Terra. Donc le maître de guerre est mort. Maintenant, il va être temps de construire, enfin plutôt de reconstruire l'Imperium. Et donc ça va commencer par un ouvrage qui s'appelle The Scouring, donc sur les cendres de l'Imperium, qui va être un recueil de différentes nouvelles qui un peu va dépeindre en fait l'après siège de Terra. Donc je pense que ça va être principalement axé autour de Dorn et de son chantier de reconstruction, et probablement autour de Guilliman, qui lui en fait va se lancer à la poursuite des forces renégates jusqu'à dans l'œil de la terreur. La couverture en tout cas est magnifique. On a justement Dorn et Guilliman en train de causer, entourés de leurs plus fidèles conseillers. Il y a un peu tout le monde. Il y a Raldoron, il y a Jagatai Khan, il y a Constantin Valdor. Enfin, très très belle couverture. Donc ça naturellement je signe de suite. Le siège de Terra, j'ai adoré ça. Je vais naturellement continuer. Partons maintenant sur la révélation de ce qui était pas mal attendu. Enfin, à vrai dire, c'était sans doute le plus attendu. Hein, c'est les nouveautés Space Marine. Encore, certains diront. Mais là, en fait, ça consiste principalement à avoir des nouveaux personnages nommés. Donc, tout le monde y a plus ou moins eu droit. On va retrouver Vulcan Estan du côté des Salamanders, une figurine qui, à vrai dire, ne déçoit pas du tout. Hein. On est vraiment sur un ADN hyper marqué. Il y a de tout. Il y a la peau de dragon, il y a les flammes, il y a la démarche menaçante, il y a l'arme à fusion qui semble vouloir te perforer. C'est tout à fait parfait. On a ensuite le bon vieux Lysander qui nous revient sous la forme d'un énorme Terminator Imperial Fist. Figurine cette fois assez sans surprise, et j'ai envie de dire sans génie particulier. Pose très classique. Bon, ça aura toujours de la gueule dans une armée Imperial Fist, il n'y a aucun doute là-dessus. Du côté des Iron Hands, on a une espèce de maître de la forge qui est vraiment très cool. Enfin, il y en a beaucoup qui ne l'ont trouvé pas beau. Moi, je trouve très bien, franchement. Tout me plaît là-dedans. La pose, l'arme, les petits cerveaux-crânes. Très bien. Du côté des White Scars, on a Suboden Khan qui est en jetbike, hein, donc une moto sans roues. Là, on va en reparler, mais du coup, une moto sans roues qui va leader des motos avec roues. Bon, bref, pas ouf. Et naturellement, on finit par le personnage Ravenguard, Aeton Shan, qui est ni plus ni moins que le nouveau maître des ombres de la Ravenguard. Dans l'article, on nous dit que ça y est, Kevin Shrike a enfin passé le flambeau. À vrai dire, ça faisait un paquet de temps qu'il voulait le passer, ce flambeau. Il était à la recherche du meilleur guerrier de son chapitre, et lui, il voulait tout simplement retourner dans les ombres. Donc, il a trouvé ce prodige, donc Aeton Shan. C'est tout simplement la plus belle figurine Space Marine de toutes ces révélations. Hein. Vraiment, c'est pas parce que je les joue, non, mais là, vraiment, tout y est.
en termes de design, en termes de pose et globalement en termes d'originalité. C'est tout simplement une très belle figurine. Donc globalement, j'en pense que du bien finalement de toutes ces figurines, mais ça soulève un problème dont j'avais parlé dans l'émission sur la parenthèse Primaris, c'est qu'ici, on a une nouvelle génération de Space Marine, mais qui sont véritablement très très marqués finalement par les aspects de leur chapitre, tandis que les troupes qui vont évoluer à leur côté ne le seront pas, à moins de faire énormément d'efforts en termes de kitbash, de conversion, de print 3D, etc. Donc moi, pour l'instant, si vous voulez, je peine un peu à me réjouir de tout ça comme il se devrait. Quand je vois par exemple cette figurine de Aeton Shan, je me dis ok, elle est superbe, mais putain, donnez-moi les 10 vétérans Vanguard qui vont avec, parce que là, on voit que l'armure de ce mec, elle est véritablement découpée en mode corps vidé, quoi. Les biseaux, le haut des genouillères, tout est pointu, tout est profilé, tout est plus fin, tout est Ravengard. Alors que du côté des unités, de toutes les autres unités, on n'a pas en fait ce style aussi marqué. Donc on se dit, est-ce que tout ça, ça viendra à l'avenir ou est-ce que, encore une fois, c'est à nous de faire le boulot? Moi, si vous voulez, en l'état, là, ce nouveau maître de chapitre, à vrai dire, il va assez mal avec le style que moi, j'ai donné à mon armée. Idem, du côté White Scars, on vous donne une jetbike volante qui va servir à mener des jetbikes sur roues. Pareil, Vulcan Estan, il va être beaucoup plus marqué Salamanders que les troupes qu'il va leader. Donc, les options sont nombreuses, naturellement. Dès lors qu'on joue Space Marine, on peut accessoiriser nos troupes comme il faut. Mais là, si vous voulez, on voit un vrai gap, finalement, de personnalité entre ces nouveaux personnages et les unités qui vont évoluer à leur côté. Donc, on verra plus tard. Comme je l'ai dit dans l'émission Primaris, maintenant, de toute manière, les Primaris, c'est terminé. Maintenant, on va ouvrir une longue parenthèse du retour des Space Marines. Comme on les a toujours connus, il n'est pas impossible qu'en fait que des unités marquées comme celle-ci, comme tous ces nouveaux QG, ce soit la nouvelle donne pour tous les kits à venir. Donc, est-ce qu'on aura un jour un kit de moto volante White Scars? Est-ce qu'on aura un kit de vétérans Vanguard Ravengard? Est-ce qu'on aura un kit de Heavy Intercessors Iron Hands avec des bioniques de partout? C'est difficile à dire. À vrai dire, ce sont des chapitres assez peu joués. Je ne pense pas qu'en termes de vente, ce soit un excellent deal pour Game Workshop, mais en tout cas, on peut se prendre à y rêver. En tout cas, tous ces personnages sont très beaux. C'est juste que pour l'instant, ils évoluent un peu en solo au sein de nos armées. Évidemment, dans la foulée, on a toutes les combats de patrol du monde. Donc là, on a des degrés variables. Il y en a une qui m'a fait mourir de rire, c'est la Iron Hands, où vous trouvez deux Fire cerveau de tourelle là, mais qui joue ça? C'est un kit qui fait pitié, on n'a pas envie de le monter, on n'a pas envie de le jouer. Donc il y a des patrouilles, vraiment, tout le monde n'est pas au même niveau. La patrouille White Scars, elle est très cohérente. On a un kit d'Outriders, le nouveau perso à moto volante, un impulsor et 5 intercessors d'assaut. Bon, moi, globalement, je les trouve toutes un peu pingres, ces unités-là. Honnêtement, dans la White Scars, des intercessors d'assaut, ils auraient pu en foutre 10 quand même, ou alors 5 de plus, mais avec des jump packs. En tout cas, dans l'ADN, tout est cohérent. Quand on voit la patrouille Ravengard, c'est cohérent avec ce qui est censé être une patrouille Ravengard. Mention quand même spéciale à la patrouille Imperial Fist, qui en fait regroupe des kits qui sont tous très chers. Là, je pense qu'on parle que de kits à 55 €. Là, vous en avez 4. Donc ça fait quand même une solide économie. Et là vraiment, c'est une très bonne patrouille. Du côté des Imperial Fist, elle est vraiment très très chouette, cette patrouille-là. On continue avec d'autres Space Marines, mais cette fois qui vont affronter des Necrons dans un monde tombeau, donc dans un monde Necron, dans une crypte Necron endormie. Donc on a tout simplement de la Death Watch face à une cour Canoptech et le tout s'affronte dans un vaisseau Necron. Alors j'ai pas vraiment l'info dans l'article de Warhammer Community. Est-ce qu'il s'agit d'un vaisseau spatial ou tout simplement d'une crypte Necron? Moi je penche plus du côté de la crypte parce que naturellement, moi la première fois que j'ai vu ça,
j'ai entendu dans mon esprit Boarding action. bah ouais, vous imaginez bien. En plus, j'en ai parlé il y a pas si longtemps, de la perspective de faire peut-être un vaisseau Necron. Bah, quelques jours plus tard, Game Workshop m'offre un visuel d'un truc qui ressemble quand même férocement. Donc je pense pas cependant que ce soit normé pour vraiment jouer à Boarding Action. Là, on parle vraiment d'un tomb world, donc d'un monde tombe. Et donc, on a une kill zone qui, certes, présente pas mal de similitudes avec ce qu'est Boarding Action, mais ça semble assez différent. Il y a des portes qui sont déjà ouvertes. La longueur des éléments ne semble pas être la bonne. Donc, je suis pas sûr, en vérité, que ce soit viable. En tout cas, le kit a l'air très beau. Hein. C'est vraiment une vraie crypte Necron. C'est tout à fait kiffant. Et par contre, ça n'a pas l'air d'être une mince affaire à peindre parce qu'on a quand même beaucoup de revêtements différents. Donc là, on a à la fois de la pierre, de la noctilite, pas mal de métaux. Donc ça, typiquement, à peindre à l'aéro, va falloir se creuser les méninges pour trouver une recette efficace. Si on parle un peu des figues, du côté de la Death Watch, comme l'a très bien relevé ce cher Victor Noisette sur le Discord, les figurines sont cool, mais à vrai dire, elles s'articulent autour de châssis qui sont très similaires. Si vous regardez en détail, par exemple, tous les châssis Gravis, en vrai, c'est la même figurine. Ça, c'est un peu dommage, parce qu'on se retrouve en fait avec des poses qui manquent un peu de variété. Donc j'ai bien l'impression que ce kit, bon, on ne sait pas encore vraiment trop la forme qu'il prendra, mais ça ressemble quand même à quelque chose d'un peu trop easy to build. Donc naturellement, je ne vais pas revenir sur les manières de construire de la Death Watch. Vous avez un C'est notre projet Death Watch qui vous explique ça de A à Z. Et à vrai dire, construire de la Death Watch, c'est toujours un projet passionnant. Mais en tout cas, cette Kill Team, moi pour ma part, elle ne déçoit pas. Même si on est un peu en deçà de ce qui se fait traditionnellement à Kill Team en termes de modularité, n'empêche que c'est quand même des figurines qui vous tombent tout cuit dans le bec. Donc dès lors que vous jouez Death Watch, ça vous fait des options en plus, ça vous fait des accessoires en plus. Bref, on aurait bien tort de s'en priver en tant que joueur des Swatch. Franchement, tout est quand même à très bon niveau. Donc tant pis, on va dire, s'il n'y a pas trop de modularité. Du côté, en fait, du côté Canoptech Necron, on trouve quand même des trucs assez sympas. Un nouveau perso, le Geomancer, que je trouve très, très, très réussi. Là, c'est vraiment plus Canoptech Tumeur. Et ensuite, on a un peu du recyclage de ce qu'ont été, par exemple, les plasmacides. On va trouver des accélérateurs, des réanimateurs. On va trouver des tombes crawlers qui sont des espèces de méca araignées, mais un peu plus réduites. Le design, franchement, est très sympa. Ça réinvente pas grand-chose par rapport à ce qui existe déjà dans la gamme Necron, mais cependant, c'est des petites adjonctions très fraîches. Et après, on trouve ce qu'ils ont appelé des warriors. Donc, c'est des warriors Canoptech, des petites créatures volantes. Bref, moi je trouve tout très sympa. Évidemment, ça réinvente pas la poudre au côté Necron, mais ça nous donne une kill team quand même qui a fort belle allure et qui peut peut-être se jouer à 40k pour enrichir vos listes Canoptech. Donc très cool. Et du côté du coup des décors, j'attends de voir comment ça va se faire. Est-ce que le truc est vraiment compatible Boarding Action? Là, en fait, en l'état dans la kill team, on n'a qu'une moitié de terrain. Hein. Ça veut dire qu'il nous faudrait 2 fois ça pour faire une véritable map Boarding Action. Est-ce qu'un jour, ils vont sortir le kit entier? Là, à vrai dire, s'ils sortent un kit entier comme ça, Necron pour Boarding Action, ouais, là, d'office. Moi, j'étais plus ou moins résigné à prendre du print 3D, parce qu'en vrai, ces prints 3D sont de très bonne qualité, mais naturellement, si j'ai accès à du vrai plastique Game Workshop comme il faut, je vais pas me priver. Hein, et là, clairement, un monde crypte Necron pour jouer comme si c'était un peu des coursifs de vaisseau. Ouais. Naturellement, je signe et je resigne. Bon. Les gars, c'est tout pour les nouveautés. Honnêtement, ça a été quand même un gros morceau, hein, ce Big Summer Reveal. Il y a quand même des gros trucs qui font plaisir. Hein. Les joueurs Votan doivent être aux anges, même s'il y a des choix un peu discutables parmi les figurines. Je pense surtout aux robots. Côté Nain du Chaos, là, c'est la régalade. Hein. C'est vraiment un reveal à la hauteur de ce qu'a pu être KT en début d'année. On est vraiment sur une armée entière, une direction artistique de folie furieuse. Waouh, vraiment tout est cool. Hein. Tous les persos Space Marine sont cool. La nouvelle Kill Team, elle est cool. Enfin bref, tout ça c'est que de la win. Hein. On est vraiment pourri gâté. C'est un été
véritablement intense du côté de chez Game Workshop, entre l'Horus Heresy qui est à elle seule une déferlante de nouveautés et qui est loin d'être terminée à mon avis. Là, il y a bientôt les Breacher MK3 qui vont débarquer. Donc entre l'Horus Heresy et tout ça là, putain... Franchement, je comprends même pas l'existence de ce que... vous savez, du FOMO, là, le Fear of Missing Out. Mais putain, comment voulez-vous manquer de quoi que ce soit? Mais c'est la déferlante ininterrompue de nouveautés. Bon, grand bien m'en fasse, il n'y a rien là-dedans qui va venir parasiter mes projets. Bon, j'ai déjà la boîte Horus Heresy qui est en cours de livraison, il me semble. Ah putain, j'ai hâte. Bon... Voilà, en tout cas, c'était pas du tout décevant. C'était une grosse émission de nouveautés qui n'avait pas leaké d'ailleurs. Là, on y a échappé cette fois. On s'est pas tapé des vieux JPEG pourris avec toute la nouvelle gamme Nain du Chaos et c'est tant mieux. Bon les gars, c'est tout pour cette petite émission d'actualité. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite du programme. Il y a du C'est notre projet, il y a des émissions de lore et on va développer les émissions Tupperware. On va continuer à creuser le planning. Comptez sur moi, l'été sera intense également du côté de chez Rural Hammer entre deux crises d'éternuement. Portez-vous bien les mecs, à tout bientôt, on se retrouve sur le Discord et au bistrot. Salut!